Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Comment tu vas Fred? Impeccable, hein, comme toujours. Bon, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions pour la prochaine FAQ. Bonjour Clément et Fred. C'est Vincent Manta qui nous pose la question. J'aimerais que Fred nous parle de l'alimentation des combattants au Brésil. A-t-il trouvé une différence notable entre le coaching pratiqué là-bas et en France? Alors pour l'alimentation, c'est assez rudimentaire là-bas. C'est pas une gastronomie. De manière générale, c'est pas très raffiné. Et pour les combattants, il y a ceux qui ont très peu de moyens et ils mangent ce qu'ils peuvent manger, hein. Et ceux qui ont un peu plus de moyens et qui mangent comme en France, hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas un régime... Non, j'ai vu des gars qui galéraient à s'acheter des protéines, par exemple. Ouais, Donc, après, c'est pas du haut niveau, mais des compétiteurs petit niveau qui galéraient à s'acheter des compléments alimentaires. D'accord. Il y en a un qui prenait un peu de la créatine, par exemple, et l'autre, il lui disait, oh, il lui fait une petite blague, j'ai compris. Oh, toi, t'es riche, toi, tu prends de la créatine, il lui fait au gars. Et l'autre, il dit, ah, mais ça, il lui fait un peu, c'est obligatoire et tout à haut niveau. Et après, donc, je discute un petit peu avec celui qui a fait la blague, et il disait qu'il n'a pas les moyens de prendre de. Donc, du coup, il y a vraiment de tout, hein. C'est vraiment. Mais en général, de manière générale, c'est comme en France, il n'y a pas un truc particulier. Et pour ce qui est des entraînements, c'est assez classique, hein. À part après, ça dépend des clubs au Brésil, hein. Il y a plein de manières différentes. Mais il n'y avait pas d'échauffement, par exemple. C'était que du drill, par exemple. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, nous, c'est notre. Ah, mais ils sont intelligents, hein. Je suis bluffé par l'intelligence de là où tu es allé. Ouais, c'est vrai. Parce que ils sont pas réputés pour être très méthodiques, les Brésiliens. C'est pas les États-Unis. C'est pas. C'est du volume, quoi. Ouais, voilà. C'est connu pour beaucoup de volume. Mais non, il n'y avait pas d'échauffement. C'était du drill pour chauffer. Et un peu de thème et un peu de combat. Donc, rien de. Il n'y a pas un truc qui fait waouh, mais c'était pas non plus débile. D'accord. Après, il nous dit merci pour le taf énorme que vous produisiez. Merci à toi, Merci. Vincent. Mastvei Terebov qui nous dit salut Clément, à quel point penses-tu que la composante physique dans les sports de combat est un facteur important? Donc, la composante physique, tu vois, à quel point ça va avoir une incidence significative sur la performance? Ça dépend des catégories quand même. Tu t'aperçois par exemple qu'à 61, ils sont tous athlétiques. Oui. Mais c'est vrai que la composante physique en poids lourd, elle est extrêmement importante. Par exemple, même si tu es limité, mais que tu es Francis Ngannou, mon gars, tu peux vite te retrouver au top 10, même si techniquement, on l'a vu avec Derek Lewis. Derek Lewis, c'est pas ouf techniquement, mais le mec, il a fait la ceinture intérimaire, il a failli déconnecter tout. Puis il a déconnecté quasiment tout le monde. Hein. Ouais. Alors que techniquement, il est quand même juste. Mais il tape tellement fort, il est tellement puissant physiquement que ça lui permet. En fait, dans la catégorie comme 61 kg, être bien physiquement, c'est le minimum. C'est ça. Tout le monde est bien physiquement et après, et tout le monde est bien techniquement. Il faut être ultra bon techniquement. Alors qu'en poids lourd, limite si tu es hors du commun physiquement, tu as un avantage sur 90% des combattants. C'est ça la différence en fait entre le pied-point, etc. par rapport au MMA. C'est que tu t'aperçois que la composante physique que tu vas retrouver à MMA est d'une autre dimension. Oui. On n'a pas la philosophie du cutting dans les sports pied-point, ou même en anglaise. Il y a une raison. Hein. Voilà. Alors que dans les sports de préhension, et donc du coup dans le MMA, on a cette philosophie de cutter énormément pour avoir un avantage significatif sur les phases de préhension, de corps à corps, etc. Et donc la composante physique prend tout son sens quand on voit des Ramzat Chimaev, quand on voit des Rabib, quand on voit tous ces personnages. Hein. On l'a vu avec Primus par exemple, qui était plus lourd que Mansour. Ouais. Et qui a fait ça a une incidence quand vous êtes sur lui, etc. À niveau technique, c'est une composante malheureusement qui est indispensable. C'est pour ça que c'est dur de faire la transition entre le pied-point et le MMA. Ah oui, plus que la lutte vers le... C'est ça. Et alors il y a un mec qui a réussi à le faire, c'est comment il s'appelle, Pereira. Ouais. Et Adesanya. Mais ils sont dans des catégories qui sont un peu particulières. Et Pereira, c'est le plus lourd de la caté. Donc il était déjà énorme, il avait déjà quand même cette culture du cutting, alors qu'il était en pied-point. Mais ça, c'est surtout la culture brésilienne qui fait ça. Tu penses par exemple un Grunhard, par exemple, qui n'a pas tant lutté que ça dans sa vie, je pense, qui n'a pas dû faire de gros cutting en kick. Tu penses que la transition pour un Grunhard, ça va être plus dur de par la catégorie, que ça soit Grunhard, que ça soit Doumbé, on voit que Cédric Doumbé, c'est un petit 77.
Oui, Il est lourd, mais la dimension physique, c'est pas Kamaru Usman, ça n'a rien à voir. Ouais. Et peut-être que c'est là où ça va bloquer. Parce que Doumbé, en réalité, devrait combattre à 70 kilos. Maximum. Maximum. Ouais, maximum. Parce que même déjà avec Makhachev ou Dariush ou... Tu penses par exemple par rapport à Ortega en 66 par exemple, tu penses qu'il n'y a pas tant de différence que ça physiquement? Ah, je pense pas beaucoup. Je te dis franchement, je pense que la dimension physique, tu peux le voir avec les gros 70 kilos, même français. On pense à Benoît Saint-Denis il est costaud quand même. ou Abdul, tu vois, qui sont énormes pour la KT. C'est des 70, il faut se rendre compte quand même. Et là, arrivé à 77, déjà, je crois qu'au PFL, c'est le plus petit. Donc, bon, après, ça veut rien dire, il y a des mecs, des petits rois Volca, mais même Volca, il est énorme physiquement. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça peut avoir une incidence. Maintenant, il y a un petit contre-exemple, ça reste quand même Adesanya, tu vois. Mais bon, Adesanya, c'est un des plus grands de la KT, il frappe des deux bras. Après, pour un contre-exemple, il y a combien de... Ouais, non, après, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas réussi à transférer que plutôt que d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la dimension... Enfin, avoir un physique énorme pour une catégorie, enfin, ou un physique pour la catégorie, c'est limite le minimum qu'il faut avoir. Le minimum syndical, tu ne peux pas espérer faire de très bons résultats à très haut niveau sans... Juste avec de la technique. Après, tu peux paraître... par exemple, Doumbé, peut-être qu'il ne paraît pas énorme, il peut avoir une sacrée force. Ça n'a rien à voir, ça. Tu vois, peut-être qu'après, tu tournes avec lui, tu vas dire, ah oui, il est vraiment solide. Tu vois. Pour compenser avec le punch aussi. Voilà, c'est ça. Donc, le rythme aussi, on ne sait pas. Ouais, exactement. Alors, Réal Skiled qui dit bonjour Clément et Fred, je me posais la question sur les compléments. Est-ce que finalement une routine à garder tout au long de sa vie sportive ou finalement en fonction des besoins et du moment? Après, il nous demande si on peut changer, etc. Alors, les compléments, en fait, j'ai jamais compris pourquoi les compléments alimentaires ont les personnes cyclées. Alors, je pense savoir pourquoi, en partie quand même. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils s'habituent, etc. Il y a une part de vérité. Mais maintenant, il faut le voir comme de la nutrition. Il faut le voir comme de l'alimentation. On dit complément alimentaire, mais c'est un nom qu'on a donné. Mais le corps, il a énormément de difficultés à faire la distinction entre un complément alimentaire et de la nourriture. Lui, il ne fait pas, parce que lui, il découpe de toute manière. En peptides, en polypeptides, etc. Donc en fait, tu t'aperçois que de toute manière, nous, on prend des compléments à l'année, mais parce qu'on se supplémente, aussi on s'entraîne à l'année, tu me diras. Mais c'est surtout pour la santé. Ouais, parce que si on a des carences dans un domaine, ces compléments, c'est plus un complément, c'est limite vital. Oui, complètement. Et en plus, il y a des compléments pour tout. Et que ce soit tous les organes. Et des compléments pour toutes les fonctions. Aussi bien cognitives, physiques, physiologiques, biochimiques, enfin bref, pour avoir des réponses hormonales qui vont être optimales. Et avoir une incidence sur le système endocrinien, pareil, positif, quoi. Et c'est vrai que malheureusement, on a souvent tendance à croire qu'il faut s'entraîner pour prendre des compléments alimentaires, alors que pas du tout. D'ailleurs, dans nos coachings à distance, les compléments alimentaires qu'on recommande, en premier lieu, c'est des compléments de santé. Pour durer dans le temps, mais pas durer dans le temps en termes de performance sportive, durer dans le temps en termes de santé. Après, oui, quelqu'un qui veut prendre des compléments pour récupérer, s'il ne s'entraîne pas, oui, pourquoi ne pas, aucune raison de les prendre. Vincent D qui nous dit bonjour, la préparation physique doit-elle avant tout renforcer ses points forts physiques ou dans le spécifique, ou au contraire pallier ses faiblesses? Merci encore pour vos vidéos. C'est une bonne question, ça. Pour la prépa physique, il ne parle pas du spécifique, parce qu'il faut faire quand même la distinction entre les deux. Pour la prépa physique. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut renforcer les points forts? Alors, on dit toujours qu'il faut garder ses points forts. Ça, c'est clair et net. Maintenant, pallier ses points faibles, en général, c'est ce qu'on recherche les préparateurs physiques. Pour éviter les blessures à long terme. Maintenant, il ne faut pas essayer en fait, de transformer ton point faible en point fort. Parce que là, tu risques de perdre un temps monumental et tu n'as pas un temps infini, surtout pour le travail dissocié, donc la préparation physique. En fait, c'est quoi le plus gros problème? Le plus gros problème aujourd'hui, c'est de se dire, en prépa physique, le problème que tu peux observer, c'est de se dire, je vais pallier à tous mes points faibles, mais tu vas en oublier tes points forts. Et le temps que tu vas passer pour pallier tes points faibles, en préparation physique, c'est un temps sur lequel tu ne pourras pas capitaliser pour améliorer tes performances dans tes points forts où tu vas avoir plus de facilité. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler les points faibles, ce n'est pas ce que je dis, mais par contre, il ne faut pas essayer de faire ton point faible un nouveau point fort. Parce que non seulement tu n'y arriveras pas, et à un moment donné, si tu as développé alors je ne parle pas d'un retard, parce qu'il faut faire la distinction entre un retard et un point faible. Parce que le retard peut être dû à ce que tu as pratiqué en amont.
dans ta jeunesse, dans ton parcours sportif. Mais et voilà, et il ne faut pas oublier non plus aussi un autre élément, et qu'on répète souvent, on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible. Mais là, c'est pour pallier le retard, et pas pallier forcément un point faible, qui sont deux choses totalement différentes. Est-ce que quelqu'un, par exemple, par exemple, en prépa physique, qui a une échéance, on va dire dans 6 mois, et il a un point fort, et qui se dit, allez, j'ai plus le temps de bosser mes points faibles, je donne tout, et au pire, je me blesse, c'est pas grave. Est-ce que tu dis, mais pourquoi, par exemple, les JO, par exemple, c'est dans 6 mois, est-ce que là, c'est pas mieux de faire tout all-in sur le point fort? Bah, ça dépend de l'épreuve qu'il fait, ça dépend du sport. À long terme, non, mais ouais, après, des fois, ça peut... Quand tu es dans l'urgence, il faut capitaliser ton point fort. Mm. Voilà, tout simplement. Quant à l'OE, ça va dépendre aussi du temps que tu as pour... Je parle pas techniquement. Hein. Non, je parle pour... On parle ouais, physiquement, parce que les gens ils confondent souvent l'aspect technique. Ils vont dire oui, mais souvent il faut le parler à la MMA. Ouais, mais il faut travailler la lutte. Non, mec, on parle pas de ça. Là, on te parle de physiquement. Ouais. Mais c'est vrai que oui, il faut capitaliser sur le point fort. Bonjour Clément et Fred. Merci à vous pour votre travail. On a vu il y a quelques temps le coach d'Alex Pereira dire qu'il s'est fait mettre KO par Adesanya dû à son weight cut et sa forte déshydratation. Est-ce que cela a un fort impact dans le menton du combattant ou au contraire un faible impact? Alors on va faire une vidéo avec la sueur normalement sur ce sujet-là. Il y a des pistes de réflexion. Il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet. Ça, il faut le savoir. Parce que ça pourrait avoir une incidence sur la matière grise. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et une déshydratation excessive, en fait, ça pourrait avoir... du coup, je lisais une étude de 2015 d'ailleurs. C'est une méta-analyse hier. Je lisais ça. En plus, tu vois, je bossais sur ce sujet-là. Et le plus gros problème qu'on a, du coup, pour identifier les commotions, etc., c'est que même à l'imagerie, c'est difficile de comprendre si tu vas avoir une incidence, si ça va avoir une incidence négative sur ton organisme à court, moyen et long terme. En fait, l'imagerie, ça, pas qu'on voit rien, mais on peut voir des éléments, mais c'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'y a pas. Ah oui. Ouais. Donc ça me fait rire les mecs qui prennent des coups, qui vont voir un neurologue, qui disent oh j'ai vu un neurologue, il n'y a rien. Non, tu sais pas. Ouais. C'est parce que l'imagerie, c'est. Oui, on voit pas tout. Ben, c'est comme si tu regardais une route, hein, mais tu regardes que sous le lampadaire de la route. Mais toute la route, tu la regardes pas. Mais c'est un peu comme ça l'imagerie. On va tout voir. Tu peux pas tout voir. Et c'est ça le plus gros problème. Maintenant, c'est vrai que de façon empirique, on a tendance à dire que quelqu'un qui a eu un weight cutting, peut-être un peu excessif, est-ce qu'il n'a pas, ça n'a pas une incidence sur son menton? Moi, il y a un truc que j'ai noté, et ça c'est clair, mais c'est très empirique, hein. Je n'ai pas de preuves dessus, mais je l'ai noté, c'est que j'encaisse mieux les coups quand je suis lourd. Ça, il n'y a pas photo. Donc c'est peut-être ce sentiment-là. Peut-être que quand tu es à 95 kg, effectivement, tu encaisses bien les coups, et peut-être que si tu tombes à 80 kg, effectivement, ton menton, c'est plus le même. Ouais, c'est possible, hein, peut-être que... Par contre, j'ai pas aimé, c'est le coach d'Experia qui dit, en gros, qui dit que la défaite, c'est dû au weight cut, en gros. Ouais, non, mais après, il dit ce qu'il veut. Hein. Le nombre de victoires qu'il a eu grâce à ce weight cut, c'est... Ben, surtout à Adesanya, c'est pas la première fois qu'il déconnecte un mec sur un coup. Hein. Oui, en plus, ouais. Mais voilà. Mais de toute façon, je vais en faire un truc approfondi avec des études à la clé. Parce que là, je bosse dessus. Et j'ai envie de vous sortir un super truc, quoi. Salut les amis. Merci pour votre travail. Donc, c'est John Doe qui nous dit. D'après vous, qui est le combattant le plus innovant en ce moment? Celui qui vous paraît le plus précurseur du MMA de demain? Le plus innovant? Ouais. Innovant. Moi, j'aurais pas réfléchi à ça. Moi, je le sais, je te le dis. Toi, c'est Jimaki. Jimaki, pour toi, au niveau des transitions, au niveau du. C'est le mec qui m'apprend le plus quand je le regarde. Le plus innovant, franchement, je trouve quand même que. J'allais dire Volka, ce qu'il fait, c'est. Ah oui, Volka, c'est vrai. Ouais. C'est impressionnant. C'est au niveau de la continuité, au niveau des transitions. Et même sa marche de progression, elle est incroyable. Ouais. Après, comme ça, innovant, franchement, j'ai pas quelqu'un qui me ressort comme ça. Parce que tu vois, par exemple, j'aime bien Topuria en ce moment, j'aime bien regarder. Mais ce qu'il fait en soi, c'est classique. C'est bien fait, c'est propre, mais c'est pas innovant ce qu'il fait. Il n'y a pas de nouveauté. Donc, trouver quelqu'un qui fait de la nouveauté maintenant, j'ai pas de nom en tête, franchement. Moi, je te dis, à part Jimaki, pareil. Jimaki, ouais, franchement. Après, c'est classique, les autres. Ouais, les autres, ouais, c'est bon, hein, c'est très fort. Hein, mais il y a pas grand-chose de nouveau, de novateur. Franchement, comme ça, dit comme ça. Franchement, non, je suis d'accord. Ouais. Guillaume, salut les gars. Selon vous, développer un système de clé talon, genou, etc. serait un bon moyen contre le style dagestanais? C'est Greg Jones qui le disait. Hein.
Si Khabib vient à la DCC, il va prendre une talon assez rapidement, tu vois, il disait Greg Jones. Ouais, après, est-ce qu'il aurait le même style aussi à la DCC? Parce que là, son style en MMA, il a un style pour éviter les gens qui veulent se relever. Est-ce qu'au final, il empêcherait les gens de se relever à la DCC? Et du coup, est-ce qu'il mettrait autant de pression? Et du coup, est-ce qu'il exposerait autant les talons? Je pense qu'il les exposerait en MMA, mais pas forcément en compétition de grappling. Ouais, mais après, est-ce qu'ils ont besoin que tu les exposes? Oui, non, après, c'est autre chose. Mais ça, du coup, c'est... je pense qu'il adapterait son style quand même Bon, là, après, la question, c'était... Est-ce que MMA, oui, bien sûr. Il y en a des pistes de réflexion, on ne vous en dit pas plus, mais effectivement, c'est une piste de réflexion à avoir. D'ailleurs, Gordon Ryan l'avait dit à Conor McGregor. Hein. Par contre, je suis surpris qu'il... Tu te rappelles, à l'époque, Tokino Palares, c'était la fureur, enfin, surtout à cette période-là, et en clé de talon. Et on n'a plus vu pratiquement... On n'a pas eu de style particulier comme lui, tu vois. J'ai pas en tête quelqu'un qui a accentué autant que lui. Ben, Gary Tonon aujourd'hui. Ouais, mais c'est au One, mais à l'UFC, franchement, il n'y a pas trop de... Après, il n'y a plus grand monde qui vient du grappling non plus. Il y a plus grand monde qui vient du grappling surtout. Ouais, les meilleurs grappleurs ne vont plus en MMA, donc automatiquement, tu te retrouves... Avec beaucoup qui viennent de la lutte ou qui viennent du MMA. Et du coup, ils n'étudient pas spécialement les talons. Bah, je pense que c'est ça surtout le problème. Vincent Talot qui dit « Salut les gars, à votre avis, si on prend le meilleur heavyweight de tous les temps, à leur prime, qui est le meilleur? Qui remporterait un tournoi composé de Fedor, Cormier, Ngannou, Miocic, Lesnar, Velasquez et Santos? Perso, le combattant qui m'a le plus impressionné à son prime, c'est Velasquez. Ouais, je suis d'accord. À son prime, ouais, je pense que Velasquez c'était le plus fort. Pour moi, je pense que oui. Après, aujourd'hui, est-ce que physiquement, il serait pas... Parce qu'il était petit quand même pour sa catégorie, non? Ah, mais il avait une telle cardio, une telle dimension. Il faisait des changements de niveau de dingue, Velasquez. Est-ce que les mecs arriveraient à gérer sa lutte, ça en continuité et tout, je sais pas. Après, c'est vrai que la dimension physique, peut-être qu'on s'en rend pas forcément compte. Voilà, quand Ngannou il a mis l'uppercut, ça. Il était déjà en miettes. Il était déjà en miettes. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais. Franchement, maintenant, je me méfie à l'époque, s'il revenait, même à son prime, ça a tellement évolué que. Ah, c'est vrai que physiquement, les Sergei, les Cyril, les Francis et tout, c'est des Blade et tout. Ah, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'au final, Curtis Blade, il y a 10 ans, il n'aurait pas été. Ah, c'est possible. Le Cain Velasquez de l'époque. Mais c'est vrai que Velasquez, il était quand même impressionnant. Ouais. Au niveau du style, oui. Même le volume et tout, les contrôles et tout qu'il avait au sol, c'était impressionnant. Ouais. Il était en avance quand même à l'époque. Hein. Il avait une avance de malade. Il faisait déjà de la menotte et en même 2010. Tu le vois pas. Hein. Ce qu'il fait, à part Almeida. Ouais, par Gelton. Ils disent que vous êtes Gelton en 2010. Ouais. Total Gamer qui nous dit bonjour Clément et Fred. Il y a un débat qui est récurrent sur les réseaux sociaux. Selon vous, qui gagnerait un combat entre Georges Saint-Pierre et Khabib dans un combat? Un welterweight et l'autre en lightweight. Bon, ben déjà en lightweight, Georges Saint-Pierre, je pense qu'il n'aurait jamais pu combattre en lightweight. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, sur ce match? Ah, pareil, j'aime pas les débats à l'époque, de ça. Franchement, là, c'est deux styles différents, c'est deux époques différentes, même. On peut dire que c'est deux époques, hein, parce que quand Saint-Pierre il a arrêté, Khabib n'était même pas champion. Ouais. Donc, après, le style a évolué. Georges Saint-Pierre était connu pour ses qualités athlétiques, son timing, tu vois. Là où il est, et en plus, il est connu pour son fight IQ, de bien s'entourer, de toujours se mettre à jour. Il va toujours chez Dana White. Je me dis, Georges Saint-Pierre, il a tellement d'armes à faire valoir, sa boxe en ligne, très compliqué à attraper. Est-ce que tu peux faire tomber Georges Saint-Pierre? C'est ça l'interrogation. Est-ce que tu peux l'amener au sol, ce mec? Vu les défenses de single leg, double leg, il est jamais à ta distance. Il est plus rapide, il est plus athlétique, il est plus lourd. Ça fait beaucoup de choses en sa faveur. Et lui peut l'amener au sol. À tout moment, avec le timing qu'il a. Parce que lui, pour le coup, tu vois, Johnny Hendricks, ça faisait 5 ans que personne ne l'avait fait tomber, même à l'entraînement. Il avait dit, Georges Saint-Pierre ne me fera pas tomber. Premier double leg, il l'amène. Tu peux pas. Attends, il galérait à faire tomber Gleison Thibault. Comment tu veux faire tomber un mec comme Georges Saint-Pierre? Là, tu parles d'un mec qui a le record de takedown à l'UFC, 90 takedowns. C'est Georges Saint-Pierre. Hein. Et donc, non, je pense que. Il a plus d'armes, je suis d'accord. Il a plus d'armes, mais. Est-ce que fait Khabib, est-ce qu'il le fait pas mieux? Ah si. Tu vois ce que je veux dire? Les contrôles de Khabib sont meilleurs, le chain wrestling de Khabib est meilleur. Après, le mental, la détermination de Khabib peut-être aussi, tu vois. Mais l'intelligence de Georges Saint-Pierre est trop. Et puis, c'est la dimension physique, c'est un 77. Et c'est le plus grand 77 de tous les temps. Hein. Et le nombre de défenses de titre de Georges Saint-Pierre et Khabib n'est même pas du tout comparable. Est-ce que, imagine je dis n'importe quoi, Georges Saint-Pierre revient aujourd'hui et il passe pas à Léon Edwards, il passe pas à Kamaru. Est-ce que deux fois on suridéalise pas Georges Saint-Pierre
Parce que c'était à une époque. Bah, je sais pas, possible. C'est possible, mais bon, en attendant, quand il était à son apogée, il était quasiment intouchable, quoi. À part Hendrix, mais bon, Hendrix, mec, c'était un titan. Hein. Je suis sûr qu'il ferait des beaux combats et tout. Mais quand tu vois, par exemple, quand Cerudo revient, quand Demetrius Johnson revient, quand Dillashaw revient, quand tous ces gars-là reviennent, tu vois quand même que, même s'ils étaient très forts à une certaine époque, et qu'ils font encore des bonnes performances. Hein. Ouais, mais Fred, ils reviennent, ils affrontent pas des mecs qui montent de catégorie. Hein. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Georges Saint-Pierre, c'est sa catégorie, de toujours. Tu vois, c'est ça la différence. Et Georges Saint-Pierre, c'est pas un mec comme eux. Georges Saint-Pierre, c'est un mec qui est fou de l'entraînement et de l'enseignement. Je pense qu'il est même peut-être meilleur aujourd'hui, tu vois. Il s'entraîne comme un ouf, le mec, alors qu'il est à la retraite. Ah, ça, je suis d'accord. Tu vois la différence de physique entre Georges Saint-Pierre aujourd'hui et Rabib, mon gars. Rabib, on dirait qu'il n'a jamais fait de sport de sa vie. Georges Saint-Pierre, tu le vois torse nu, il est en shape. Il s'entraîne chez Danaher avec Gordon Ryan, avec toute la clique. Tu peux pas, il n'a pas du tout la même hygiène de vie. Il n'a pas la même philosophie de vie, Georges Saint-Pierre. C'est un artiste martial. Rabib, c'est un mec qui aime la vie. Même s'il est intransigeant, tu vois. Parce qu'il est religieux et tout, etc. Donc il sort pas, tu vois, il a une rigueur. Mais mec, t'as vu le physique qu'il affiche là maintenant. Il est tout gros. Ça n'a rien à voir, ils n'ont pas du tout la même hygiène de vie. Georges Saint-Pierre, c'est un mec c'est un moine, quoi. Et il est passionné par l'enseignement. Et il sait s'entourer, comme tu dis, c'est ça le problème. Il n'est pas enfermé. Il est avec les meilleurs au monde. Donc je vois pas, en fait, comment il aurait pu. En fait, je me dis, même s'il l'amène au sol, il ne le stabilisera pas. Tu penses qu'il n'arriverait pas à stabiliser Impossible. Tu ne peux pas stabiliser. C'était Ariel Elwani qui avait dit à Daniel Cormier, je crois, en rigolant. Il a dit quoi? Mais je crois que c'était lui, il avait dit, il va stabiliser Georges Saint-Pierre au sol, tu es en train de me dire, et il a rigolé, Daniel Cormier. Tu peux pas le stabiliser, c'est impossible, Fred. À peine il touche le sol, il est déjà debout, le mec. Ah, c'est vrai des trucs. C'est pour ça, t'as raison, le classement. Mais c'est vrai que c'est un combat, ça aurait été un combat, peut-être le plus grand combat de tous les temps. Ouais, tous les temps, ouais. Mais qui ne serait pas fait au prime de Georges Saint-Pierre, c'est juste ça le dommage. Ouais. Rocketso qui nous dit: bonjour les gars, que penses-tu des youtubeurs qui critiquent le format PPL, donc push pull legs pour ceux qui ne connaissent pas, notamment l'ordre d'exécution push push legs? C'est lunaire de critiquer le push pull legs, je comprends pas. En fait, il faut le voir comme un outil, le push pull legs, donc je comprends pas très bien pourquoi les gens parlent du push pull legs. Ça veut rien dire en fait déjà. Déjà, le push pull legs ne veut rien dire. Ouais. Parce que c'est juste des patterns de mouvement. Pousser, tirer les jambes. Mais après, le contenu de séance. Oui, ça peut être. Ça va. Moi, je peux vous faire un push pull legs qui n'a rien à voir avec ce que le Fred va vous faire. Donc, à un moment donné, comment tu peux le juger ça? Tu peux pas, ça veut rien dire, push pull leg. C'est comme si je te disais faire les épaules, les pecs et les jambes dans cet ordre, c'est bidon. Et ça n'a ni queue ni tête de dire ça. Ça, c'est un outil. C'est comme dire isoler, c'est nul. Enfin, ça veut voilà. rien dire. Voilà. Après, peut-être parce qu'ils veulent dire push, pull, legs dans cet ordre-là. Moi, j'aime bien faire push, après legs et après pull, par exemple. Mais ça, c'est personnel. Hein. Mais il y en a qui préfèrent commencer par les jambes. Peut-être c'est les builders hardcore qui préfèrent isoler vraiment. Ouais, ils font du split. Ouais. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de. Nous, on travaille comme ça parce qu'on trouve que c'est mieux et que c'est plus facile à mettre en place. Hein. C'est une question pratique et c'est l'adhésion qui compte. Mais après, je ne vois pas comment tu peux critiquer un outil alors que tu n'as pas accès au contenu. C'est pas possible. C'est comme critiquer. En fait, c'est la même bêtise que de dire cette salle est nulle, mais la salle elle est fermée, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est exactement la même bêtise en fait. Ouais, tu connais pas le contenu d'une séance, tu sais pas comment sont les entraînements. Tu connais pas le matos, tu connais rien du tout et tu dis de l'extérieur, ah ben ça c'est nul. Mais non, tu peux pas savoir parce que tu n'as pas accès. Ouais. Donc je comprends pas trop pourquoi on juge. On a des jugements de ce type en fait. Il faut avoir les vidéos dont il parle. J'ai déjà vu ça passer, hein, des mecs, mais le justifient, ils savent pas le justifier. Ça n'a ni queue ni tête physiologiquement parlant, quoi. D'accord. Et surtout qu'ils jugent. Peut-être qu'ils ont jugé certains push-pull legs. Là, à la rigueur, oui. Parce qu'ils vont dire oui, là, c'est pas logique, etc. Mais par contre, je vois pas comment tu peux juger quelque chose que tu n'as pas accès. Moi, je dirais pas, je peux pas te dire le préparateur d'un tel fait ça si je n'ai pas accès au contenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Donc voilà. Bon, les amis, on arrive à la fin de la FAQ. Toujours pareil, mettez-nous en commentaire si vous voulez, du coup, poser des questions pour la prochaine. Et on vous dit à très bientôt, les amis. Et merci encore à tous.